Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous. Avant de commencer l'épisode, une petite annonce. Banous lance son listing Banous Entraide pour mettre en valeur les profils tech qui recherchent un job ou un stage. L'objectif, c'est de créer des relations au sein de la communauté Banous et cela fonctionne. Retrouvez toutes les infos et inscrivez-vous sur banous.com/entraide. C'est parti pour l'épisode formation, comment éviter les arnaques sur le web. Bonne écoute. La formation sur le web, c'est tout un programme. Entre gourous exaltés et experts auto-certifiés, difficile de faire un choix. Et d'ailleurs, quelle formation pour quel public ? Entre un étudiant en quête de connaissances et un professionnel souhaitant se perfectionner, le choix est vaste. On a la chance de recevoir Clément Hellard de Good Journey pour faire le point sur les formations que l'on trouve sur le web. Bonjour Clément. Bonjour à toi. Merci pour ta participation au podcast Banous. Première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup à toi pour cette première expérience de podcast pour ma part. J'ai eu l'occasion de faire un peu de radio, mais jamais de podcast et j'en écoute beaucoup. Alors j'attendais ce moment où on allait me demander d'en faire un. Donc voilà, merci. Je m'appelle effectivement donc Clément Hellard, je suis entrepreneur principalement. Je suis notamment CEO d'une boîte qui s'appelle Good Journey, comme tu l'as cité, qui fait de la production de formation en ligne et de l'ingénierie pédagogique. Et je suis également professeur dans l'enseignement supérieur. Donc je donne des cours de communication principalement et d'entrepreneuriat dans différentes écoles à Paris ou à Rouen, puisque je viens de Rouen. Alors on va commencer par un petit retour en arrière, notamment par rapport à la crise sanitaire qu'on a connue. On a tous connu donc une digitalisation forcée plus ou moins réussie selon les secteurs. Je pense que la formation ne fait pas exception. Quel est ton ressenti par rapport à ça ? Je crois qu'on ne peut pas faire autrement que d'avoir vu cette transformation digitale forcée de l'éducation et de la formation pendant ce confinement. C'était un peu particulier pour nous puisqu'on est une jeune boîte, on a un peu plus d'1 an d'existence. On s'est demandé si on allait survivre, très clairement. En fait, ça a été vraiment tout l'inverse de notre peur puisque ça a développé notre activité. Ça fait 1 an qu'on côtoie des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation ou des entreprises qui nous disent oui, le digital, t'es bien mignon, mais on verra quand on aura le temps, on verra quand on aura besoin d'argent. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on fait fonctionne très bien. Et puis, paf, le Covid arrive. Et là, tous ces gens-là nous rappellent en nous disant c'est peut-être maintenant, en fait, le moment d'aller au digital. Parce qu'on se rend compte que si on t'avait écouté à l'époque, peut-être qu'on n'aurait pas vécu la crise de la même manière. Donc évidemment, ça a été un accélérateur. Je crois que ce qui se dit, c'est qu'on a gagné 5 ans sur la transformation digitale de l'éducation. Maintenant, les dés ne sont pas totalement lancés, la partie n'est pas finie. Je crois que tout est encore à faire, mais en tout cas, il y a une prise de conscience forcée qui est bénéfique pour le secteur. Alors avant de continuer, je pense qu'il est important d'établir un cadre pour bien comprendre quels sont les types de formations et quels sont les publics concernés. Peux-tu nous faire un panorama de ce que l'on trouve sur le net ? Ouais, bien sûr. Déjà, il faut, je pense, prendre conscience de l'époque formidable dans laquelle on vit et cette époque dans laquelle le savoir est disponible à un plus grand nombre. J'ai un ami qui vient du Sénégal et qui m'expliquait encore il y a 6 mois que dans sa jeunesse, pour avoir accès à de l'information, il fallait qu'il fasse 30 km à pied pour accéder à un cybercafé, quoi. Donc il faut vraiment avoir conscience de cette époque. Maintenant, il faut aussi avoir conscience que toutes les bonnes innovations, toutes les avancées technologiques et techniques amènent toujours leur lot de contreparties négatives et de gens qui abusent un peu de tous ces outils-là. Cette époque formidable nous offre beaucoup d'outils pour nous former. Et le principal, celui sur lequel on est avec mes associés et qui nous a permis de nous développer, c'est l'autodidaxie. Il y a encore quelques années, tu voulais être autodidacte, tu devais aussi aller à une bibliothèque, rencontrer du monde, etc. Aujourd'hui, à travers Internet, tu as énormément de contenu, bon ou mauvais,
mais tu as du YouTube, des médias, des articles scientifiques, des livres en ligne, etc. Enfin, tu peux, plus ou moins tout seul, ou en tout cas aider de support type bouquin ou vidéo, apprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ça a été ma manière à moi de me développer dans la communication, puisque à la base, c'est pas du tout ce que je faisais. Et par défaut, j'étais commercial dans la finance, tu vois, donc rien du tout, rien à voir avec la créativité. Et comme j'avais aucune expérience là-dedans, je me suis fait caler de partout, donc je me suis auto-formé en communication, et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc ça, je pense que c'est vraiment la première chose qu'il faut prendre en compte. La majorité des gens disent oui, il faut acheter de la formation, il faut acheter de la formation. Non, déjà, apprenez par vous-même et complétez avec de la formation d'experts derrière. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qui va être formation professionnelle ou enseignement supérieur. J'aurais tendance à les mettre à peu près dans la même catégorie, puisque dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui, tu as beaucoup de formations pour adultes. L'alternance, c'est ni plus ni moins que ça, hein, c'est de la formation professionnelle. Et ça reste pour moi un bon moyen de rencontrer du monde, de se faire un réseau, et le réseau est hyper important. Mais c'est pas forcément ce qui va te faire devenir expert sur un domaine. Il faut pas attendre de l'école ou de la formation professionnelle qu'elle fasse de toi une bête du sujet, quoi. Et la troisième solution, qui est la plus vaste aujourd'hui, c'est le e-learning. Et la plus vaste, pourquoi ? Parce que, comme toutes les innovations, tout le monde s'est rué dessus. Ça a 15 ans maintenant. Ça a été pris en main par, de base, beaucoup d'acteurs de la formation professionnelle. Ces mêmes acteurs qui se gavaient à faire des journées de formation à 3 000 € la journée, payées par les OPCO. On appelle ça les OPCA à l'époque. Et ces mecs-là se sont mis à faire du e-learning. Alors je dis les mecs, ça peut être des femmes, hein. Et on fait ce qu'on appelle, nous, du e-learning à papa. Donc c'est du e-learning très conventionnel. Vous vous souvenez du pire prof que vous avez eu en cours, c'est l'équivalent en e-learning, quoi. Donc voilà. Et il y a beaucoup d'initiatives e-learning qui se mettent en place. Il y a beaucoup de bullshit. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler pendant ce podcast. Mais il y a aussi beaucoup de choses bien, et de gens qui ont vraiment envie de faire du contenu de qualité et qui ont des vraies expertises. Voilà, un peu le panorama. Alors justement, à titre perso, ce que j'observe, je tombe plus souvent sur des gourous que des vrais formateurs, entre guillemets. Comment toi tu juges la qualité d'une bonne formation pour éviter les arnaques ? Il y a plusieurs sujets dans la question que tu me poses. La première, c'est le fait qu'effectivement, il y ait des gourous. Il y a des autoproclamés experts, il y en a beaucoup, et c'est ceux qui ont pignon sur rue. Pourquoi il y a ce phénomène-là ? En fait, c'est assez simple, c'est que c'est des marketeurs, ces gens-là. Là où vous avez des experts en biomécanique des fluides ou pour diriger un orchestre ou autre, qui vont être très bons dans leur domaine, mais qui ne vont pas savoir se vendre derrière. Ils ne vont pas savoir faire de référencement naturel, de Facebook Ads, de Instagram Ads, enfin de la publicité sur les réseaux. Donc, ils seront plus difficiles à trouver. Ils seront même moins visibles au jour le jour, parce que trouver, ça implique qu'on aille chercher l'info, mais les gourous dont tu parles, tu vas pas la chercher l'info. Tu es en train de regarder un truc sur internet, et puis là tu vois des pubs, tu veux monter ton business en ligne et ne rien faire, et en conduisant une Maybach comme moi, et viens me voir, quoi. Donc le problème, c'est que ces gens-là sont très bons en marketing, et ça amène un autre problème, qui est que, notamment avec cette vague du dropshipping, il y a énormément de gens qui font aujourd'hui de la formation pour apprendre aux gens à faire de la formation, pour leur apprendre aussi à faire de la formation. Enfin, tu vois, c'est une espèce de pyramide de Ponzi de la formation, où au final, peut-être que le mec qui avait l'expertise au tout début, il n'était pas trop dégueulasse, mais arrivé à 5-6 strates en dessous de lui, il n'y a plus rien de bon, quoi. Tu vois, c'est des gens qui font du content marketing. Ils ont compris que si tu mets les bons mots-clés dans un article et que tu fais un peu de ads, et qu'en plus tu as des potes qui ont des sites, ils peuvent te faire des liens, des backlinks sur ton truc, ça va te faire de la visibilité, tu vas te choper les plus naïfs de la base client, et ces gens-là, ils n'ont pas vocation à créer des écoles, hein. Ils ont vocation à faire leur business pendant 1 an ou 2, prendre leur cash et puis se casser, quoi. Et donc ça, c'est un gros problème. Je suis à 1 milliard % d'accord avec toi. Et le problème, c'est que cette manière de faire déteint sur les vraies boîtes de la formation. Parce qu'elles se disent, mais attends, comment ça se fait que
que moi j'ai une expertise mais que j'arrive pas à vendre, alors que ce mec-là qui a pas d'expertise, bah lui il vend beaucoup plus que moi, il roule en lambeaux quoi. Et du coup, la réaction que ces boîtes-là ont, c'est je vais faire la même chose. Tu vois, moi aussi je vais aller faire du marketing digital, moi aussi je vais aller faire du Facebook Ads, etc. Au détriment de l'apprenant, au détriment du produit, au détriment de l'éthique en fait que tu dois avoir quand tu fais de la formation. Je ne citerai pas de nom spécialement, sauf si tu me dis que je peux en citer. Mais il y a des boîtes, tu vois, quand une boîte, et ça m'amène au sujet d'après, comment tu identifies ces boîtes-là. Quand tu as une boîte qui te dit passe de 0 à 100 000 abonnés sur Instagram en 6 mois, et que quand tu vas sur leur Instagram, tu vois que les mecs, ils ont leur compte depuis 3 ans, mais qu'ils ont 30 000 abonnés, tu te dis, à un moment donné, est-ce que vous appliquez ce que vous dites aux gens ou, ou pas du tout, quoi. Alors, si j'avais des conseils à donner peut-être à nos auditeurs, ça serait déjà de choisir des entreprises ayant pignon sur rue, bien faire attention à qui on s'adresse, à qui on donne sa confiance. Et puis finalement, si une formation coûte 600 €, pourquoi ne pas dépenser 200 € dans des bouquins et d'utiliser le reste pour faire des propres tests, créer un petit site, faire des Facebook Ads, etc. Qu'est-ce que tu en penses, Clément ? Ouais, je vais juste pousser un petit peu sur ce que tu dis parce que c'est exactement ça. En fait, pour repérer ces boîtes-là, c'est généralement un peu de bon sens. Si les boîtes font des promesses incroyables, c'est que c'est du bullshit. Tu peux pas promettre à quelqu'un de passer de 0 à 100 000 abonnés sur un compte Instagram dont tu connais pas la thématique, tu connais pas la portée de cible, de persona, tu connais pas sa ligne éditoriale, sa capacité à produire du contenu. Enfin bon, bref. Déjà, c'est un signal d'alarme. On te fait une promesse comme ça. Si tu tombes dedans, c'est que d'un côté, tu es aussi un peu feignant parce que tu te dis, tiens, j'ai juste appuyé sur un bouton et je vais devenir une star, quoi. Donc, généralement, c'est du bon sens. Il y a peut-être 4 conseils, 4 choses que je dirais aux gens de regarder. Premièrement, qui va vous donner le cours ? Voilà, tu me disais les boîtes qui ont pignon sur rue. Ça serait bien que ça soit comme ça. Malheureusement, c'est même pas encore suffisant. Tu sais, je te dis, je donne des cours dans des écoles de commerce. Il y en a certaines dans lesquelles j'ai donné des cours par le passé. J'ai pas envie d'y retourner. Hein. Pourtant, c'est des écoles qui sont là depuis 20 ans. Et en fait, quand tu vois le peu de considération qu'ils ont pour les apprenants, tu te rends compte que c'est plus pour le profit immédiat que pour l'intérêt de l'apprenant qu'ils font ce qu'ils font, quoi. Donc, ça suffit pas d'avoir pignon sur rue. Par contre, savoir qui te donne le cours. Parce que dans cette fameuse école, il y avait des profs qui étaient vraiment passionnés, très très bons, et qui étaient vraiment très bons pour les étudiants, d'autres profs qui étaient très mauvais. Donc qui va te dire ça ? Quelle est sa légitimité pour te le dire ? C'est un peu comme tu dirais pas à quelqu'un qui a connu que des échecs dans sa vie comment gérer son million d'euros, tu vois. tu l'as jamais eu, donc je vais pas te poser la question. Deuxièmement, peut-être essayer aussi de croiser les sources. C'est le même problème qu'avec les fake news. Les gens prennent pour argent comptant ce qu'ils voient sans même avoir creusé le fond de la pensée. Il y avait une étude faite par un professeur d'Harvard, de Stanford, je crois, où il avait fait un article avec un titre putaclic. Et dans le premier paragraphe de cet article-là, il avait dit « Ceci est un faux article, ne le partagez pas, je veux juste voir s'il aura de la portée ou pas. » 8 personnes sur 10 l'ont partagé l'article. Tu vois ? Donc, en fait, les gens, ils se posent pas la question. Encore une fois, c'est du bon sens. Creuse un peu. Si ça te paraît louche, change de source et croise un peu l'information. Vois si au final, avec 2-3 sources différentes, tu arrives à la même conclusion et fais-toi ton propre avis, quoi, sur le sujet. Les avis clients, mais les vrais, pas ceux qui sont sur le site de la boîte, tu vois, parce que c'est facile de les pipoter. Mais les vrais avis clients, tu vois, moi, il y avait un de nos concurrents qui disait, le même qui dit 100 000 abonnés. Qui disait oui, on a aidé telle et telle boîte et telle boîte et telle boîte à devenir millionnaire. Ok, très bien. Moi, je contacte les boîtes, tu vois. Et je dis bonjour, j'ai vu que monsieur disait qu'il était devenu millionnaire grâce à lui. Qu'est-ce qu'il en est, vraiment Ah oui, et dans 90% des cas, la réponse était ils m'ont aidé sur 10% de mon business, ils ont très bien fait le taf sur 10% de mon business, mais 90%, c'est moi qui suis devenu millionnaire, j'ai fait le taf tout seul, quoi. Tu vois, et du coup, il faut faire très attention aux avis clients et à la limite aller voir, un peu comme quand tu recrutes quelqu'un, tu vas parler à son ancien employeur pour savoir si c'est bon ou pas, quoi. Et puis l'enquête personnelle. Je veux dire, aujourd'hui, en quelques recherches sur Google, tu trouves facilement si telle ou telle boîte est considérée comme arnaqueur ou pas, quoi. Mais il faut faire gaffe. Faut vraiment faire très attention parce que le loup se cache dans la bergerie et a une jolie laine de mouton, tu vois.
Alors, est-ce que un cours digital est aussi performant qu'un cours physique en termes de pédagogie ou d'apprentissage? Les gens sont très manichéens, tu vois. C'est soit c'est tout digital, soit c'est tout présentiel, soit c'est tout autre chose. Enfin, c'est ou tout noir ou tout blanc toujours. Et je crois qu'ils n'ont pas vraiment compris que la réponse se trouvait dans le gris, tu vois. Ils se trouvent en fait à mi-chemin entre les deux. C'est un peu le yin et le yang. Et si l'un ne va pas avec l'autre, l'univers n'est plus balancé et Thanos nous fait un petit snap, tu vois, pour rétablir l'équilibre. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Il y avait une campagne de pub que j'aimais beaucoup dans CB News il y a quelques années de ça, qui disait, c'était pour une régie pub, et ça disait miser 100% sur le digital, c'est 50% intelligent. Tu vois. Et je trouve que ça a encore plus de sens aujourd'hui. Penser que tu peux tout faire dans le digital et que ça peut être pareil, voire mieux qu'en présentiel, c'est se mettre le doigt dans l'œil et bien profond. Penser que le digital, c'est pas pour toi, peu importe ton secteur d'activité, c'est pareil, se mettre le doigt dans l'œil et s'assurer une mort certaine dans les prochaines années. Par contre, prendre le meilleur des deux mondes et s'assurer que tu arrives avec du présentiel à faire du contact humain et avec du digital à faire de la rétention des informations sur le long terme, et ben là tu commences à toucher quelque chose qui relève presque, j'ai envie de dire, de l'excellence pédagogique, tu vois. Tu arrives à diminuer les écarts entre les étudiants, tu arrives à proposer des contenus plus adaptés pour rattraper les retards, pour réviser, tu arrives à revoir les cours là où normalement t'as pas suivi une phrase dans un cours, tant pis pour toi, quoi. Tu vois. Et j'espère que ton voisin l'a noté parce que sinon tu l'auras pas. Et pour moi, il y a un bon séquençage, on appelle ça un séquençage pédagogique. Le bon séquençage, c'est de mettre la théorie en digital, mais le 100% pur théorique en digital, parce que on n'a pas besoin d'être en présentiel pour t'expliquer, par exemple, quand je donne des cours de com, c'est quoi Instagram, c'est quoi les fonctionnalités. Voilà, je te fais une vidéo là-dessus, puis tu la remates quand tu veux, en fait. J'ai pas besoin d'être en cours pour te l'expliquer. Par contre, comment tu crées une marque sur Instagram, tu fais une ligne éditoriale, tu crées du contenu, là, il faut qu'on soit côte à côte pour que je sois en mesure de t'accompagner, qu'on puisse itérer sur ce que tu fais et pour faire de la mise en pratique. Donc, toute la théorie en digital, pour moi, d'ailleurs, un des partis pris de Good Journey, c'est de dire que la théorie n'a rien à foutre dans une salle de classe, parce que c'est là où tout le monde s'endort, les profs et les étudiants, les deux. Et par contre, la pratique, c'est des moments exceptionnels sur lesquels tu bosses sur des cas concrets, sur lesquels tu échanges avec des gens, tu apprends le travail d'équipe, etc. Et ça, c'est essentiel de le faire en présentiel. On l'a vu notamment pendant le confinement, où le 100% digital a fait beaucoup de mal, ça a creusé un peu d'écart et des inégalités. Mais ceux dont on ne parle pas, mes étudiants par exemple en enseignement supérieur, ils ont souffert, alors que c'est des gens qui d'habitude te disent ouais, on en a marre d'aller à l'école, mais là ils se disaient mais quand est-ce qu'on retourne à l'école, quoi? On a envie d'y aller parce qu'il y a de l'énergie, il y a des idées qui fusent, enfin voilà, l'homme est un animal social, l'homme avec un grand H, on a besoin d'avoir du monde pour avoir des idées. Donc voilà, pour moi il faut trouver son équilibre entre les deux, en ayant conscience que le digital permet de faire des choses que tu peux pas faire autrement. Je pense notamment à la réalité virtuelle, tu vois. Il y a des chirurgiens qui s'entraînent des centaines de fois en réalité virtuelle à opérer quelqu'un. Et quand ils se retrouvent devant le gars à opérer, ils ont l'impression de l'avoir fait toute leur vie, quoi. Tu vois, c'est exceptionnel. Et ils peuvent pas le reproduire tout le temps, sinon il faut qu'ils aillent chercher des cadavres à la morgue, tu vois. Enfin, donc du coup, ça permet quand même de faire des choses de fou, mais il n'y a rien de mieux que le contact humain au final, tu vois. Alors, je ne sais pas si je suis vieux jeu ou pas, mais j'ai l'impression qu'avec ce type de formation, on tombe plus dans le ludique que l'apprentissage. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je crois que je vois ce que tu veux dire à certains égards et que je suis d'accord à certains égards et que je ne suis pas d'accord à d'autres. Je vais m'expliquer. Euh, Tu vois, moi j'ai 26 ans et je me trouve hyper vieux jeu quand je vois par exemple comment on réduit les difficultés des épreuves pour le bac, pour le brevet, pour tout ça, tu vois. Il y a une image qui me fait beaucoup rire qui dit en 1920, le bac c'était 12 fois 8 cosinus racine V fois 5 et aujourd'hui c'est 2 plus 2, tu vois. et, euh, et du coup, je suis d'accord avec toi, le problème du digital, c'est qu'à beaucoup d'égards, encore une fois, ça a rendu les gens feignants. Et c'est parce que les acteurs qui mettent en place ces solutions rendent les gens feignants aussi, tu vois. Il n'y a pas une volonté d'aller chercher l'excellence, il y a une volonté de faire le plus simple, ce qui rapporte le plus d'argent rapidement, et puis voilà, quoi. L'efficacité, derrière, on s'en fout un peu.
Mais tu vois, pour reprendre ton exemple d'élèves un peu à la traîne, moi j'étais un peu ce genre d'élève-là, dans le sens où j'avais des facilités, mais j'avais tellement de facilités que j'écoutais que dalle en cours et que du coup j'avais des notes de merde. Tu vois. Euh, et c'était la catastrophe pour ma famille, pour mes profs, etc. Et finalement, avec le temps, ça s'est amélioré parce que plus tu avances dans les études sup et plus tu fais des choses que tu kiffes normalement. Donc voilà. Mais c'était assez complexe pour moi aussi. Euh, Ce que permet de faire le digital et qui peut changer ça, justement, c'est pas simplifier tout, tu vois. C'est pas over-simplifier tous les contenus pour qu'au final, les avocats qui vont être avocats dans 2 ans soient beaucoup moins bons que les avocats qui ont eu le barreau il y a 20 ans, tu vois. Euh, Par contre, ça peut leur permettre de rattraper leur retard. Tu vois, moi j'avais des problématiques sur certaines matières, sur les maths par exemple, sur les sciences économiques aussi. Et si j'avais eu des contenus avec d'autres formats, avec d'autres manières de faire, soit des contenus vidéo ludiques, soit des contenus web-séries ou autres, bah peut-être que ça m'aurait un peu plus engagé là-dedans. Je te donne un exemple, l'anglais. Ça, c'est le gros, je vais dire un mot anglais, c'est le gros pain point en France. On ne parle pas anglais, voilà, c'est un bordel, tu vas à l'international, tu peux parler avec personne, quoi. Et moi, j'étais nul en anglais. J'étais vraiment nul jusque en deuxième année de BTS, je crois. Parce que pour moi, l'anglais, c'était scolaire. C'était mes profs qui me disaient ouais, faut que tu apprennes l'anglais. Et puis les profs, moi, je les défiais, donc j'apprenais pas l'anglais. Mais en fait, je me suis rendu compte, en deuxième année de BTS, que si je voulais parler à des gens en voyageant, si je voulais comprendre les articles que je lisais, si je voulais comprendre les musiques que j'écoutais, si je voulais pouvoir regarder les films dans leur langue originale et que ça soit beaucoup plus sympa, bah en fait, il allait falloir que j'apprenne l'anglais. Et en un an seulement, je suis devenu bilingue. Avec de l'autodidaxie, avec des séries en anglais, avec tout ça. Mais parce que le seul truc qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai pris conscience que ça allait me servir et que c'était pas quelque chose de scolaire. Tu vois. Et je crois que c'est à ça que doit servir le digital. Il doit servir à montrer aux gens le but de ce que tu fais. Et que tu arrives en cours, l'éducation nationale, ça te dit, bah, t'apprends ça. Si tu sais pas ça, bah, c'est que t'es nul et t'arriveras à rien dans la vie. Et puis t'as des profs qui sont sympas qui te disent, tu vas faire boucher ou éboueur, quoi. Alors que, bon, c'est des gens très bien, les bouchers et les éboueurs. Et le digital doit permettre de sensibiliser les gens, que ces gens-là fassent des choses qu'ils aiment vraiment, qu'ils les fassent bien, qu'ils aient conscience de ce que ça peut leur apporter. Et après, quand la personne, l'individu, a conscience qu'il lui faut ce truc-là pour avancer, il y va tout seul. Et tu peux lui faire le cours le plus chiant du monde en face, il va te l'apprendre. Parce que ça va lui permettre d'atteindre son but. Tu vois. Alors, oui, mais typiquement, en fait, le digital, c'est un peu en dehors des secteurs traditionnels. Mais pour ma part, lorsque j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas de formation sur le digital. Donc, j'ai appris par moi-même. Euh, Ce que je vois sur le marché, c'est que finalement, les plus grands entrepreneurs, hormis quelques exceptions bien connues, ont des parcours scolaires ultra brillants. Comment toi, tu vois les choses? Ouais, mais ma conviction sur ce point-là, et je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, ma conviction sur ce point-là, ça se joue pas tant au niveau des compétences que ça t'apporte, mais plutôt au niveau du réseau. Quand tu es dans ces écoles-là, je veux dire, un Musk, il a fait Stanford, les patrons des grosses boîtes du CAC 40 ou des grosses boîtes françaises, en tout cas, ont fait HEC, Sciences Po, des boîtes comme ça. Mais pourquoi ces gens-là se retrouvent patrons? Est-ce que c'est parce qu'ils sont meilleurs que les autres? Bah, je sais pas, en tout cas, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais j'en suis pas convaincu. Pour moi, ce qu'ils ont de plus que les autres, c'est un réseau hyper puissant. Quand tu vois le réseau de HEC, de Neoma ou de grandes écoles de commerce, mais c'est incroyable en fait. Et évidemment que les gens qui sortent de là-bas, qui se retrouvent patrons d'une boîte du CAC 40, moi j'en ai connu, hein, ils vont dire derrière, bah, moi je veux des gens de chez HEC. En fait, tu mets au poste clé des gens qui sortent de la même école que moi, parce que c'est la famille, parce que c'est les alumni, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, c'est pas, j'irais pas jusqu'à dire que c'est de la secte, parce qu'ils ont raison de faire ça en vrai. Tout est réseau dans le monde. Je crois qu'il y a 80% des postes qui sont pris par le réseau. Ça sert à rien d'aller chercher un job sur Monsters ou sur LinkedIn Jobs, les gars. Faites-vous du réseau, rencontrez du monde, soyez intéressant mais pas intéressé avec les gens que vous rencontrez. Donnez beaucoup et ne cherchez pas à apprendre tout de suite. Et vous allez voir que vous allez recevoir. Parce que, encore une fois, on est des animaux sociaux et que moi, aujourd'hui, chez Good Journey, je viens d'Évreux. Alors, petit village, petite ville du fin fond de la Normandie, ici passe rien, voilà, donc je suis vite parti.
Mais aujourd'hui, je ne fais du business que par mon réseau. Parce que j'ai toujours aimé rencontrer du monde, m'intéresser aux gens. J'ai beaucoup donné à ces gens-là. 3-4 ans après, ça m'est revenu, tu vois. Et je crois que c'est surtout ça le vrai sens. Évidemment que c'est bien de faire Stanford. Tu vois, là, je suis en train de regarder pour faire merde, comment ça s'appelle, une certification en ligne de chez Harvard. Juste pour avoir le nom, tu vois. c'est que dalle, hein, le truc. Hein. C'est pété. Tu vas sur le site d'Harvard, tu fais le truc. Alors, c'est bien, il y a du contenu. Mais juste pour avoir le nom, et j'aimerais bien voir comment les gens vont réagir à ça quand je vais leur dire, tu vois. S'ils me disent ah ouais, c'est un truc de ouf, mec, t'as fait Harvard, et moi je saurais très bien, je leur dirais mais non, en fait j'ai fait un module de 3 heures et j'ai eu ma certif derrière, quoi. Et évidemment, je pense que c'est bien d'aller à Harvard, d'aller à Stanford, d'aller à HEC, d'aller à Sciences Po. Maintenant, c'est pas la condition du succès. C'est pas parce que tu t'as fait ça que tu réussiras ou que tu seras bon dans ce que tu feras. Malheureusement, malgré tout, on peut quand même faire des choses cool dans sa vie quand on n'est pas bon dans ce qu'on fait mais qu'on a du réseau. Quand on est très bon dans ce qu'on fait mais qu'on n'a pas de réseau, on fait rien. Alors, si une personne souhaite se perfectionner dans le domaine du digital, quel conseil tu pourrais lui donner ? Le premier conseil par-dessus tout, et je crois que c'est valable pour beaucoup de secteurs d'activité, mais d'autant plus sur le digital, c'est la curiosité. Avoir envie de découvrir de nouvelles choses et de rebondir de notion en notion pour savoir, en fait. Moi, j'ai appris le digital comme ça parce que je regardais, tiens, c'est quoi native advertising ? Et dans mon native advertising, dans ma définition, j'avais le native advertising comprend le social media management et le real-time bidding. Donc, j'ouvrais un nouvel onglet et je mettais social media management, real-time bidding. Et pareil, j'avais encore d'autres définitions avec d'autres mots complexes. Et par la curiosité, tu rebondis et tu apprends des choses. Ça, c'est la première chose. C'est valable pour toutes les disciplines. Ensuite, il y a beaucoup de médias. On est dans le monde des médias aujourd'hui. Et je ne parle pas de TF1, du Figaro. Je parle des médias qui sont nés avec Internet, ce qu'on appelle les nouveaux médias, les webzines, les blogs, même des médias institutionnels, cela dit, comme sur le digital, du CB News, du Sbeck et Riska sur le futur. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sources médiatiques qui font du contenu de qualité. Et il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit, une expression qui dit « un homme averti en vaut deux », un humain averti en vaut deux plutôt. Et c'est le cas. Soyez au courant et vous serez déjà un peu meilleur que les autres. Ça, c'est la première chose. Et les newsletters, très important. Faites le tri dans vos newsletters, enlevez toutes les newsletters que vous lisez pas. Et mettez-vous des newsletters qualitatives. Des bouquins, on en parlait tout à l'heure. Tu disais acheter 200 € de bouquins. Si vous avez 200 € à dépenser, au lieu de vous acheter une paire de Nike, allez vous acheter des bouquins, vraiment. Ça vous ouvrira beaucoup plus l'esprit que vous ne pouvez le penser. Je ne sais pas ce que tu penses, toi, Laurent, de Elon Musk, mais j'ai lu sa biographie et elle est très, très inspirante. Alors, je ne suis pas trop dans le délire biographie, mais elle revient tellement, cette bio, parmi les podcasts que j'écoute, les discussions que j'ai, que finalement, je vais peut-être craquer, mais pour ma part, moi, je suis plus roman. Ouais, tu peux passer toute son enfance. Toutes les premières pages sur l'enfance, tu les passes. Et puis tu arrives au moment où il commence à faire du business. Et ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit plus que ce qui lui est arrivé vraiment, quoi. Ouais, le côté personnification de l'entreprise, le vanity, le côté un peu vaniteux, égocentrique. Bon, je pense que c'est un génie. Il faut être comme ça peut-être pour réussir, mais c'est ça qui me déplaît le plus. Non, ça va. Alors bien sûr, c'est élogieux. Moi, je l'aime bien, le gars Musk. Donc voilà, peut-être que tu auras un avis différent. D'ailleurs, je serais curieux de l'entendre. Mais en tout cas, ça montre bien les galères qu'il peut avoir, etc. Peut-être que forcément, c'est un peu de son côté, je pense. Mais l'état d'esprit du gars est intéressant. Et ce qui est intéressant d'autant plus dans ce qu'il vit, c'est avoir des rêves, avoir des ambitions et ne pas en démordre. Et ne pas se faire avoir par le confort que peut te proposer la société, par des investisseurs, par des tickets resto, un statut cadre et une voiture de fonction, mais toujours d'être fidèle à tes convictions, à tes valeurs. Moi, c'est ce que je retiens en tout cas de ce bouquin. Et puis le réseau, encore une fois, sur LinkedIn, ajouter des gens, discuter avec du monde, rencontrer du monde, aller dans des événements. Soyez curieux, faites un podcast, comme tu peux le faire toi, Laurent. J'ai un de mes étudiants dans une école à Paris, à Pigier, qui est en 3e année, je crois, et qui a lancé un podcast. Et le gars rencontre du monde de ouf. Il a rien fait de sa vie, quoi. Tu vois, mais juste parce qu'il a fait un podcast et que c'est un peu la mode en ce moment.
il rencontre du monde et du coup il a grandi plus en un an avec son podcast qu'en 18 années d'éducation nationale, quoi. Écoute, merci beaucoup Clément pour cet échange, on a appris plein de trucs. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre ? Eh bien, principalement sur LinkedIn. Clément Hélard, He2LARD. Et puis, si vous voulez, on a un compte Instagram aussi où des fois on raconte un peu de conneries chez Good Journey. C'est Good J Gang, donc Good comme bon, J et Gang. Mais sur LinkedIn, vous aurez un peu plus d'infos si vous voulez. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.